Bienvenue dans ces journaux, mesdames et messieurs. Bonsoir et tout de suite prenons un seul titre au sommaire. Les ponts Bongolo jetés sur la rivière Kalamou sera réfectionné. Les travaux tant réclamés ont bel et bien commencé à la satisfaction de riverains. Encore une fois, bonsoir. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et Yoweri Kaguta Museveni, président de l'Ouganda, ont inauguré hier ensemble le grand chantier de la rénovation et des constructions de routes reliant l'Ouganda et la RDC. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée au poste frontalier de Mpondwe Kasindi. La presse présidentielle pour la suite. La rivière Loberia est la frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda. C'est ici que les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni, se sont rencontrés pour une double cérémonie de lancement des travaux de rénovation de 223 km des routes congolaises qui sont réparties en 3 axes. Kasindi Beni 85 km, Beni Butembo 54 et Bunagana Goma 89 km. Il s'agit de la matérialisation d'un projet né de la toute première rencontre entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni à Entebbe le 10 novembre 2019. En Mpondwe, la ville ougandaise jumelle de Kasindi, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête de plus d'1 heure au cours duquel ils ont évoqué des questions de développement d'infrastructures, mais aussi des questions sécuritaires. Après avoir dévoilé la stèle qui marque le lancement des travaux du côté ougandais, les deux chefs d'État sont entrés en terre congolaise pour une cérémonie similaire. À Kasindi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Yoweri Kaguta Museveni se sont adressés devant une foule en liesse qui voit se matérialiser un rêve qui devrait résoudre à la fois des problèmes sécuritaires et économiques. Ceci est un grand jour. It's a very great day. Un jour qui va davantage sceller les relations fraternelles entre nos deux pays, la République d'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ce noble projet de construction de la route qui va aller de Kasindi jusqu'à Beni Butembo est l'œuvre du président Yoweri Kaguta Museveni, ici présent. Dès où il m'avait fait part de ce projet, j'ai immédiatement embrayé dessus, parce que j'étais très heureux de partager avec lui cette vision. Je sais que c'est un projet qui, lorsqu'il se réalisera, va accroître non seulement les échanges entre nos deux pays, mais également les activités économiques. Et qui dit activité économique, dit croissance de la richesse et également lutte contre l'insécurité. Voilà pourquoi allons nous, Congolais, encourager ce projet, et lorsque il aura été réalisé, nous allons en prendre soin jusqu'à créer encore d'autres projets similaires qui vont favoriser les échanges économiques et fraternel, bien sûr, entre nos deux peuples. So I want to thank His Excellency Tshisekedi. Je voudrais remercier son Excellence, Monsieur Tshisekedi, for bringing Congo into the East African community. Et de nous avoir conduits dans cette Union africaine. Because Congo outside the
East African community was artificial. Et parce que le Congo, en dehors de la communauté est-africaine, était artificiel. You cannot talk of East African community without Congo. Nous ne pouvons pas parler de la communauté d'Afrique, des États de l'Afrique de l'Est sans parler du Congo. Because all these are part of East Africa. Parce que tout ce que nous voyons ici fait partie de l'Est-Afrique. Le 27 mai dernier à Kampala, un accord intergouvernemental portant sur la mise en œuvre conjointe d'un projet routier avait été signé par les ministres des Transports de l'Ouganda et les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Une fois asphaltée, la route Kasindi, Beni, Butembo, Bunagana et Goma va à coup sûr faciliter les transports de marchandises entre l'Afrique de l'Est et l'océan Indien. Les travaux sont financés à 60% par l'entreprise d'autres services, tandis que la République démocratique du Congo et l'Ouganda vont chacune participer à hauteur de 20%. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique est disposée à appuyer les actions du gouvernement congolais. C'est ce qu'a dit le DG, directeur général de cette banque, aujourd'hui au Premier ministre congolais Sama Lukonde Kyenge Jean-Michel. James Katomboa, Africa Mujinga. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a échangé ce jeudi 17 juin à son cabinet avec M. Sidi Ould Tah, directeur général de la Banque arabe de développement en Afrique, BADEA en sigle. Au cours de cette audience, les entretiens ont tourné autour des questions d'appui au développement de la République démocratique du Congo au regard des axes stratégiques de la BADEA 2030. C'est dans les domaines des infrastructures et du développement des secteurs privés et de commerce. Devant la presse, M. Sidi Ould Tah s'est exprimé en ces termes au sortir de cette audience. En Afrique, sur ses interventions passées et actuelles, mais surtout sur sa stratégie nouvelle, la stratégie BADEA 2030, qui est une stratégie qui s'articule autour d'un certain nombre d'axes stratégiques, dont on peut citer les infrastructures, le développement des chaînes de valeur agricole, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, et le développement du secteur privé et du commerce. Nous avons écouté les orientations de son Excellence M. le Premier ministre, c'est des priorités de la RDC, et nous avons exprimé toute la disponibilité donc, de la banque et des autres institutions financières arabes à accompagner le programme de développement en RDC, particulièrement en appuyant le secteur public, mais aussi en appuyant le secteur privé, à travers des financements adaptés pour le financement des partenariats publics-privés, le financement des entreprises privées, le financement du commerce. Et ceci en plus des interventions de la banque dans le domaine des prêts souverains qui sont destinés donc, à appuyer les programmes du gouvernement et aussi les dons non remboursables qui sont destinés au renforcement des capacités. Le directeur général de la BADEA s'est aussi engagé à plaider pour l'accroissement des investissements directs étrangers arabes en faveur de la RDC. J'ai aussi réitéré l'engagement de la BADEA à contribuer, conformément à sa mission, à accroître le volume des investissements directs étrangers arabes en RDC, et à accompagner les pays dans la mobilisation des financements privés et la mobilisation des investissements privés conformément aux priorités nationales et aux orientations du plan de développement de la RDC. Le Premier ministre, son Excellence M. le Premier ministre, a exprimé tout l'intérêt que son gouvernement porte sur le partenariat que nous engageons donc, avec votre pays. Et nous avons déjà commencé des discussions avec le ministre, son Excellence M. le ministre de l'économie et des finances. Ces discussions vont continuer. Nous avons aussi prévu une séance de travail avec le secteur privé aujourd'hui, cet après-midi. Et à la fin de notre mission, nous allons convenir avec le ministère de l'économie et des finances d'une feuille de route pour des actions futures donc, de notre banque et du groupe de coordination des institutions financières.
La BADEA est spécialisée notamment dans les financements des partenaires publics-privés, PPP, des entreprises privées et du commerce. Bien plus, cette institution financière fait des interventions dans le domaine des prêts souverains qui sont destinés à appuyer des programmes de gouvernement ou des dons non remboursables destinés au renforcement des capacités. Les couples présidentiels, vous le savez, séjournent depuis peu dans la partie orientale de la République démocratique du Congo pour apporter leur soutien aux nombreux sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo survenue le 22 de ce mois au niveau de la province du Nord Kivu. Profitant de cette visite, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a visité et assisté les malades. À la même occasion, elle a profité pour encourager les élèves qui avaient repris le cours depuis le lundi dernier. Suivez ces images avec Solange Kwale et Sylvie Fortuné-Mboula. Après l'éruption volcanique de Nyiragongo à Goma, plusieurs familles y ont perdu leur logement, d'autres encore endeuillées. C'est la raison pour laquelle le couple présidentiel Tshisekedi séjourne dans la partie est du pays pour apporter leur soutien aux compatriotes. La première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui, depuis le début de cette catastrophe naturelle, soutient les efforts du gouvernement national et provincial, s'est également associée à la mission de compassion du chef de l'État entamée au Nord Kivu. C'est mardi 15 juin 2021, le poste du chef de l'État s'est lancé dans une tournée de solidarité dans certains sites. Préoccupé par la santé de ses concitoyens, Denise Nyakeru Tshisekedi débute sa tournée par l'hôpital Kinshero. Soucieuse du bien-être des femmes et enfants, elle a visité le service de maternité et pédiatrie en apportant une assistance des vivres pour les malades et non malades. Et pour soulager les différentes zones de santé de la province, 2,6 tonnes de médicaments ont été remises à la division de santé du Nord Kivu. La santé de la population, une préoccupation majeure, autant que l'éducation de jeunes pour la première dame. Après des jours d'incertitude, les élèves du Nord Kivu ont repris le chemin de l'école ce lundi 14 juin 2021. Les élèves de l'école primaire d'application et du lycée Amani ont reçu les encouragements de la première dame. La présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi nous a rappelé l'existence du programme Excellencia qui octroie des bourses à l'examen d'État. D'ailleurs, deux d'entre eux sont bénéficiaires de ces programmes Excellencia. Les mesures annoncées par le chef de l'État ont été saluées par le pasteur à propos de la lutte contre la pandémie du coronavirus, par exemple par rapport à la troisième vague. Herman Dinganga, pasteur de l'église Mont-Carmel basé à Kinshasa, a invité ses collègues à respecter et surtout faire respecter les gestes barrières. Torine Bongo, Esther Badi-Biabia. En rapport avec les mesures prises par le chef de l'État pour endiguer la troisième vague de la COVID-19, les églises qui sont concernées par ces mesures disent prendre acte et promettent de respecter les gestes barrières dans l'organisation de leur culte. Par rapport aux églises, il a soulevé une question très importante, c'est par rapport aux capacités des églises. Les églises où il y a beaucoup de membres, là il faut certainement multiplier le nombre de cultes. Mais le problème va se poser par rapport à qui viendra au premier culte, qui viendra au deuxième culte. Donc on risque d'avoir aussi cet embrouillement-là. Alors si on peut encore mieux s'organiser, et si on connaît par exemple les membres de l'église, on peut classifier de telle classe à telle classe, ou de telle génération à telle génération, ou de tel âge à tel âge, on peut aller même dans ce sens-là, pour que nous ne puissions pas avoir des embrouillements devant l'église et chacun va se précipiter. Moi je vais entrer au premier type parce que j'ai d'autres programmes et ainsi de suite. Donc on peut s'organiser même dans ce sens-là pour que nous puissions avoir de l'ordre. Mais s'il n'y a pas beaucoup de membres, vous pouvez simplement bien placer le chaise et pour respecter la distanciation. La troisième vague qui a comme épicentre la ville-province de Kinshasa demeure un danger permanent pour les Kinois, d'où les respects pour chacun des gestes barrières pour sauver de vies humaines. Et à propos, comment s'organise la lutte contre la pandémie du coronavirus dans les écoles en République démocratique du Congo pour cette troisième vague réputée par ailleurs virulente? Sylvie Fortuné-Mboula et Popol Jakwaou sont allés au collège Saint-Étienne situé dans la commune de Limité pour vous proposer ces images.
C'est depuis le 15 juin dernier que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est adressé à l'ensemble de la population pour annoncer les différentes mesures prises pour lutter efficacement contre la troisième vague de la pandémie du coronavirus en RDC. Au collège Saint-Étienne de Limité, ces messages est strictement respecté. Dès l'entrée de l'école, les élèves passent par les prélèvements de la température, suivis de lavement de mains dans chaque salle de classe. Les élèves respectent la distanciation sociale. Nous avons encore renforcé les mesures en demandant à tout élève de se présenter à l'école obligatoirement avec le port du masque et de le tenir aussi, même dans les salles de classe, de laver les mains à tout instant, surtout à la récréation au moment où ils sont en train de prendre leur petit déjeuner. Et les mesures de distanciation sont aussi respectées. Nous sommes en train de vraiment prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cette troisième vague ne puisse pas passer par le collège Saint-Étienne. Les élèves et les responsables de cet établissement recommandent à l'État de fournir aux écoles des outils sanitaires nécessaires pour garantir la sécurité de leur santé. Nous avons pris certaines précautions dans la mesure où on a placé du lave-mains et du gel hydroalcoolique pour tout élève. Et nous recommandons au président Fachi de prendre toutes les dispositions. L'inflation est seulement de 2,4 milliards de dollars américains. Il faut signaler que cette journée a comme objectif de rappeler les dangers de la désertification et de la sécheresse dans le monde. L'insalubrité se porte bien au quartier Kaouka. Nous sommes dans la commune de Kalamou. Les riverains de cette partie de la capitale RD congolaise se plaignent de cette situation. Et à cela s'ajoute un autre problème, celui lié au délabrement très avancé de la voirie urbaine, notamment par rapport à l'avenue Kimwenza et la célèbre avenue Victoire. Le Conseil d'Afrique à Mujika. Nous sommes dans la commune de Kalamou, plus précisément au croisement des avenues Victoire et Kimwenza. Ici, la chaussée se trouve dans un état de délabrement avancé. Cette situation gêne la circulation des usagers de cette route. Même cas au croisement des Bongolo Kimwenza et Kimwenza Kapela, qui sont dans un état d'abandon total. Toujours dans cette même commune, à la cité Kaouka, dans le quartier Kaouka 1, l'insalubrité bat record. Les riverains de cette partie de la capitale se plaignent des immondices qui ont été jetés par des tierces personnes. Nous avons vu les camions qui jetaient des sables. Ici, ils avaient promis de repasser pour arranger la route. Mais jusque-là, rien n'est fait. Et cela nous dérange beaucoup. Ils invitent alors les autorités de prendre des dispositions pour assainir ces milieux. Les habitants du quartier Kaouka 1, ex-cité Cito, pensent que le service de l'office de voirie de drainage devrait plutôt amener ces immondices dans les érosions qui menacent des maisons de Kinshasa. Nous restons dans ce périmètre pour vous dire que le pont Bongolo va bientôt être modernisé selon le terme des spécialistes. Les travaux sont déjà en train d'être exécutés par l'une des entreprises de la place à la grande satisfaction de la population riveraine. Le constat est de Patrick Borel-Moukendi. L'avenue Bongolo, située dans la commune de Kalamou, est devenue impraticable aujourd'hui à cause du délabrement du pont qui porte le même nom. Pouvait répondre à la circulation des véhicules dans les jours à venir. À ce jour, les travaux s'exécutent par une entreprise expérimentée dans ces domaines. Les enjeux sont en mouvement. Un pont de secours a été jeté pour permettre le passage des habitants. Le vœu de la population de ces coins de la capitale reste de voir ces travaux de modernisation du pont Bongolo se terminer dans un délai raisonnable. Prenons cette nouvelle triste dans le domaine du sport pour vous dire que la troisième vague de la Covid-19 fait beaucoup de morts et elle est arrivée, cette maladie a emporté depuis aujourd'hui matin
17 juin 2021, Toubilandou Dimi Albert, mieux connu sous les surnoms du Grand Niaou, l'ancien gardien de but de V Club et même par extension de Léopard de la République démocratique du Congo, était parmi ceux qui avaient fait la gloire du pays en 1974. Suivez ces commentaires de Marceline Mazé Mwakoumania. Je lance un appel, c'est une alerte. La vie, la santé de notre icône, de notre champion, est vraiment en danger. Il vit dans un état très critique ici à l'hôpital. Il n'est même pas pris en charge. Après des bons et loyaux services rendus à la nation, les goalkeepers de l'équipe nationale de la décennie 1970, Toubilandou Dimbi Albert, meurt dans l'anonymat total suite à un abandon des services de santé en grève. Et dire qu'il y a une année, l'infortuné déplorait déjà cet état des choses. Nous mourons comme des poules. Prenez soin de nous. Nous avons servi ces pays. Les corps de Léon Mungamuni ne peuvent pas durer un mois à la mort. Nous avons quand même donné une Coupe d'Afrique des Nations à la RDC. S'il vous plaît, prenez soin de nous. Ancien de la SV Club, champion d'Afrique de Nations de football, les mondialistes en 1974, le Grand Niaou quitte cette terre des hommes déçus de la Covid-19, non prise en charge, que son âme pardonne et repose en paix. Et que le bon Dieu mette son âme près de fleurs et parmi les glorieux. On va compléter l'actualité avec nos partenaires de la Voice of America, VOA. Dans l'est de la RDC, un petit avion s'est écrasé à Bukavu avec 3 personnes à bord dont le sort n'a pas été communiqué dans l'immédiat. Selon des témoins, l'appareil de la compagnie congolaise Kin Avia s'est écrasé au décollage de l'aéroport de Kavumu desservant Bukavu à 1500 km de Kinshasa. Au Niger, Ahmed Ekrou, alias Korondi, figure de la société civile, a été condamné à 6 mois de prison dont 2 fermes ont annoncé ses proches. Il a été reconnu coupable, entre autres, de diffusion de messages troublant l'ordre public pour avoir critiqué des gendarmes luttant contre les djihadistes dans la région de Difa, dans le sud-est. Au Nigeria, l'inflation portée par une augmentation de 18,17% des prix des biens alimentaires a fait basculer environ 7 millions de personnes de plus dans la pauvreté, affirme un rapport de la Banque mondiale. En 2020, le pays est entré dans une récession du fait du Covid-19 et de la chute des prix du pétrole, sa principale ressource. La Coupe d'Afrique des Nations de football se jouera comme prévu au Cameroun en janvier 2022. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba, lors d'une visite à Yaoundé, après des rumeurs sur les réseaux sociaux d'un nouveau retrait du tournoi au pays hôte. Faisons un focus par rapport à Laurent Gbagbo qui a été définitivement acquitté en mars dernier par la Cour pénale internationale à la Hollande. Des accusations de crimes contre l'humanité est arrivé aujourd'hui à Abidjan, capitale ivoirienne. Suivez ce reportage réalisé par nos confrères de France 24 qui retrace le parcours de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est d'abord l'histoire de décennies d'opposition à Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance ivoirienne. Né en 1945 dans l'ouest de la Côte d'Ivoire au sein d'une famille catholique et modeste de la minorité bété, il s'engage dès son jeune âge dans le syndicalisme. Après son doctorat en histoire, ce social-démocrate crée son parti en 1982 dans la clandestinité. Le Front populaire ivoirien n'est autorisé qu'en 1990, après 6 ans d'exil en France de Laurent Gbagbo. La démocratie pluraliste est un passage obligé. Parce que dans un parti unique, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a ni contrôle syndical, ni contrôle parlementaire, ni contrôle institutionnel. Toujours en 1990, l'opposant se présente à l'élection présidentielle. Vous avez à choisir entre le passé et l'avenir. Il ne la remporte pas, mais s'installe dans le paysage politique. La même année, il est élu député. 10 ans plus tard, en 2000, Laurent Gbagbo accède à la fonction suprême après un scrutin mouvementé et une participation faible. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Le mandat de Laurent Gbagbo est marqué par une crise politico-militaire qui scinde le pays en deux. Dans le nord, des rebelles partisans d'Alassane Ouattara réclament le départ du président.
l'élection présidentielle est repoussée à 6 reprises. En 2010, elle oppose finalement les deux rivaux, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Déclaré perdant par l'instance électorale reconnue par l'ONU, Laurent Gbagbo est donné vainqueur par le Conseil constitutionnel dirigé par l'un de ses proches. M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. S'ensuivent des affrontements sanglants entre les deux camps qui font plus de 3000 morts. Laurent Gbagbo est accusé par ses opposants d'avoir organisé une campagne de meurtre et de viol. Le 11 avril 2011, le président sortant est arrêté par les hommes d'Alassane Ouattara, aidés par les forces de l'ONU et l'armée française. En novembre 2011, Laurent Gbagbo est transféré à La Haye. Il devient le premier ancien chef d'État à être remis à la Cour pénale internationale. Jugé pour crimes contre l'humanité, l'ex-président passe plus de 7 ans en détention. Le 31 mars 2021, il est finalement acquitté faute de preuves. Une revanche sur l'histoire pour Laurent Gbagbo et ses partisans. C'est presque la fin de ces journaux, mais avant de nous séparer, je vous en rappelle le principal titre. Les ponts Bongolo jetés sur la rivière Kalamou sera réfectionné. Les travaux tant réclamés ont bel et bien commencé à la satisfaction de riverains. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette grande édition. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.